Oui, bonjour à tous et merci de nous écouter aujourd'hui. Je vais rapidement vous présenter les différents intervenants de cette table ronde, puis après on leur donnera la parole pour se présenter plus en détail. Il y aura quelques présentations rapides, puis on distribuera la parole à tout le monde sur le thème de la confiance et de la sécurité en intelligence artificielle. Donc je vous présente tout d'abord Agnès Delaborde, bonjour. Vous êtes chercheur en évaluation des systèmes d'intelligence artificielle au Laboratoire national de métrologie et d'essai, donc laboratoire que vous allez nous présenter. Merci. Nous avons à côté d'elle Christophe Denis, bonjour. Vous êtes maître de conférence au Laboratoire d'informatique de Paris 6 et vous travaillez notamment sur l'explicabilité de méthodes d'apprentissage machine. Et notre dernier intervenant est Nicolas Méric, bonjour. Vous êtes titulaire d'un doctorat en physique des particules et aujourd'hui PDG de la société DreamQuark que vous allez nous présenter. Comme quoi la physique des particules mène à tout. C'est ça. Donc Agnès Delaborde, si vous voulez bien nous expliquer, nous montrer votre petite présentation. Quelqu'un me le dit, comment je lance Ah, c'est pour ça qu'il voulait pas. Ah, non et, je sais pas. Non, il faut aller en bas. Juste là, oui. Je pense que vous avez... Et hormis ça, je vous jure que je suis utilisé un ordinateur. Ok, c'est parti. Donc, je vais vous présenter très très rapidement en quoi l'IA intéresse le Laboratoire national d'essai et quelle est notre approche de la question. Très très rapidement par rapport à nos activités, alors déjà on est un organisme indépendant, on est un laboratoire, on est un EPIC, un laboratoire public. On ne développe pas d'IA et ça c'est très strict chez nous, on ne développe pas de solution d'IA, on veut rester un tiers de confiance. On a plusieurs casquettes, plusieurs cœurs d'activité au LNE. On a déjà la métrologie, donc la science de la mesure. On a également une activité que je n'ai pas citée là et assez volontairement puisque c'est un slide sur l'IA, une activité de certification. Je reviendrai après là-dessus. Et on est également un centre d'essai, donc on réalise des évaluations afin de montrer des performances en termes de sécurité, en termes de performance ou de qualité. Voilà. Par rapport à l'IA, on s'intéresse à tout type d'applications, véhicules autonomes, dispositifs médicaux, bref, partout où de l'IA peut être intégrée. Nous, on fait face à une demande très forte. On est des certificateurs et on est des évaluateurs de tout produit issu de l'industrie. Donc, généralement, les clients viennent vers nous en nous demandant de certifier ou d'évaluer leur système, leurs produits. Quand il s'agit de systèmes d'IA, évidemment, on vient vers nous, on nous demande de certifier les produits. Et malheureusement, sans surprise, on fait face à un manque en termes de réglementation, où on ne sait pas vraiment sur quel référentiel s'appuyer, comment prouver qu'une IA est performante, comment prouver que c'est une IA de confiance, comment prouver qu'elle peut se comporter en toute sécurité. Nous, on a un problème de référentiel. Toute la communauté l'a, mais nous, on nous demande de répondre à un besoin et on ne sait pas exactement comment. Donc, on a une activité de R&D assez prégnante sur ce sujet. Ça va être par le développement de plateformes d'essai dédiées à des applications d'IA spécifiques. Ça va être la définition, la création de méthodes d'essai, c'est-à-dire de comment on évalue un système d'IA. Et on s'interroge également sur les procédures de certification. Pour nous, c'est une étape qui vient après, parce que déjà, si on ne sait pas l'évaluer, c'est un petit peu dur de pouvoir certifier. Mais on s'interroge là-dessus, évidemment, obligatoirement. Et puis, on travaille également en fonction de nos connaissances sur l'évolution du cadre réglementaire pour essayer de faire comprendre aux instances de normalisation
quels sont les besoins, quels sont les manques, et également on participe à l'évolution des réglementations, notamment par exemple dans le cadre de la directive machine qui concerne les robots. Voilà, merci. Merci beaucoup. Si Christophe, vous voulez bien nous présenter vos activités de recherche également. Alors tout d'abord, je voudrais dire que tout ce que je présente se fait aujourd'hui et dans le cadre de mes activités de recherche au LIPSIS et n'engage pas EDF R&D. Précaution. Alors là, ce que j'ai voulu, c'est présenter un projet qui est en cours là, de réflexion, parce que je pense qu'on parle d'explication, elle n'est pas désincarnée en fait l'explication, et elle est, on donne une explication à quelqu'un qui a aussi un background, des connaissances, etc., et qui s'insère aussi dans une pratique, par exemple dans une pratique médicale. C'est pour ça que ces travaux, là je réfléchis avec Judith Négociant, qui est anthropologiste. Et on s'est dit, comment concevoir une AI qui soit à la fois explicable et conviviale au sens de la convivialité d'Ivan Illich, et je reviendrai peut-être très rapidement. Alors là, dans le contexte, pourquoi on s'intéresse aussi à la médecine? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de besoins d'explicabilité et de convivialité, qui va toucher tous, et on a une profonde modification en cours sur la médecine, la règle des 4 P, maintenant qui est la règle des 6 P, qui soit à la fois prédictif, préventif, personnalisé et participatif. Et il y a des coûts, il y a toujours un compromis, donc c'est toujours comme la présentation de Jean-Gabriel, on navigue toujours dans des arbitrages. Alors c'est l'arbitrage entre on réduit les coûts en espérant que ça va améliorer le soin et certaines applications sur lesquelles on veut travailler, Judith et moi, sur des bots, des assistants virtuels. Oui, parce que un autre point, c'est qu'on a besoin aussi d'expérimenter. Donc il ne faut pas rester que dans l'explicabilité, etc. Il faut aussi que ça soit testé sur des outils avec des personnes. Et mon projet est... Ouais, j'irai que juste là. Donc c'est définir va des outils qui soient explicables et conviviales. Alors convivial, ça veut dire que ça permet aussi l'autonomie de l'utilisateur. Et d'un point de vue, ça nécessite aussi une participation multidisciplinaire, à la fois, bien sûr, en informatique, parce que ce qu'on pense, c'est qu'on peut utiliser la technologie actuelle pour avoir des propriétés de convivialité, d'intelligibilité, mais un travail aussi sur l'épistémologie philosophique et anthropologique, parce qu'on voit qu'une explication, on peut avoir aussi des problèmes éthiques liés à fournir une explication. Parce qu'on peut avoir une explication qui soit plus sous la forme de manipulation, puisque le cerveau humain a un certain biais vers les raisonnements les plus simples, et on peut peut-être manipuler quel est le compromis, etc. Donc c'est des choses qu'on veut regarder. Puis, en termes d'explication, pour moi, il y a toujours savoir quelle est la finalité, quelle est la personne, parce qu'on ne va pas fournir la même explication au développeur de l'application ou à un expert. Voilà. Voilà. Alors là, les travaux qui sont en cours, justement, je recherche actuellement un étudiant pour un stage sur l'évaluation des explications de machine learning. C'est de concevoir des outils qui soient de santé, qui soient conviviales et explicables, et en particulier, et ça c'est tout l'apport aussi de travailler par exemple avec des anthropologistes, ils nous disent c'est bien beau d'avoir un bout qui soit de manière verbale, mais dans la pratique du soin, il faut prendre aussi des communications qui sont non verbales, l'émotion et la gestion. On pourra avoir
justement une approche symbolique numérique. Voilà. Alors j'aurais beaucoup à dire, mais on y reviendra juste après. Et donc on va finir par Nicolas Méric qui va est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Oui, alors bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de m'avoir convié à cette conférence. Donc, pour refaire un peu l'histoire de DreamQuark, donc moi j'ai monté l'entreprise juste après mon doctorat il y a 7-5 ans. Aujourd'hui, on est une entreprise d'à peu près 30 salariés. On a eu au cours de ces 5 dernières années pas mal de visibilité et de nombreux prix. Et on a commencé à s'intéresser à l'intelligence artificielle depuis le début. Lorsque j'ai monté l'entreprise, on a commencé à travailler dès le départ sur les technologies de deep learning. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ces technologies de deep learning, on en parlait assez peu dans l'industrie, c'était vraiment limité au système académique. Maintenant, le deep learning, je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Vous avez tous entendu dans tous les journaux de France et de Navarre, à un moment donné, vous avez lu un article qui présente les exploits du deep learning, que ce soit en santé, que ce soit Google avec AlphaGo, etc., etc. Et donc, on s'est très vite confronté au fait que cette technologie, quand on voulait l'utiliser dans l'industrie, dans un premier temps dans le secteur de la santé, et puis après, nos premiers clients qui payaient étaient des assureurs et des banques, on s'est aperçu qu'en fait, cette technologie, si on voulait l'utiliser, on devait être au-delà de seulement cette technologie, on devait effectivement être en mesure de pouvoir donner les éléments déterminants d'une prise de décision de cette technologie, et puis tout un cadre autour, parce que le secteur de l'assurance et le secteur de la banque sont des secteurs extrêmement régulés, et donc si on leur dit j'ai une prise de décision par un algorithme, et cet algorithme, a fortiori, c'est un algorithme très complexe qui est vu comme une boîte noire aujourd'hui, le régulateur ne se satisfait absolument pas de ça, surtout lorsque ça a des implications, par exemple, comme l'attribution ou non d'un prêt. Donc nous, au cours de ces dernières années, on a commencé à s'intéresser à l'IA de confiance, et on a développé à partir de 2016 des outils pour permettre à un réseau de neurones d'expliciter comment il a pris une décision. Et puis on a intégré tout ça dans un logiciel qui est dédié non pas à des utilisateurs techniques, mais à des utilisateurs métiers, donc des gens qui sont des experts du marketing, des experts de la lutte contre le blanchiment, des experts du risque, qui peuvent avec ce logiciel, en quelques clics, entraîner automatiquement un réseau de neurones. Donc quand on dit automatiquement, ça veut dire qu'on a développé des outils pour analyser un jeu de données. À partir de l'analyse qui a été faite du jeu de données, notre système construit automatiquement le réseau de neurones le plus approprié. On pourrait imaginer que c'est ce qui se passe un peu dans notre cerveau. On a un problème, on analyse ce problème et automatiquement notre cerveau se paramètre un peu. Donc c'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle de l'automation learning. Et donc aujourd'hui, si on met un jeu de données en un clic, alors dépendant de la taille du jeu de données, on peut soit en quelques secondes entraîner une intelligence artificielle à prendre des décisions. Puis si on a des gros jeux de données, ça peut prendre quelques heures, quelques jours. Et une fois qu'on a ce réseau de neurones qui a été entraîné, automatiquement, on est en mesure de donner à l'utilisateur, mais aussi au régulateur, deux choses. D'un côté, un fichier d'audit qui peut lui permettre de comprendre comment le réseau de neurones a été entraîné. Ça lui permet de reprendre, s'il veut, dans 3 ans, tout le parcours qui a amené à prendre une certaine décision. Et puis pour l'utilisateur, que ce soit l'utilisateur métier, c'est-à-dire un agent d'assurance, un agent de banque, une personne qui doit analyser un dossier potentiel de blanchiment, on va lui donner les éléments clés qui ont permis au réseau de neurones de définir ce dossier c'est du blanchiment ou ce n'est pas du blanchiment, ou dans un cas de marketing ou de distribution, ce client est susceptible d'acheter ou ce client n'est pas susceptible d'acheter le produit que vous voulez lui recommander. Un peu les résultats qu'on a grâce à cette solution, c'est qu'on a un de nos clients qui multiplie par 2,5 ses ventes. Donc c'est assez significatif en termes de retour sur investissement. On a un autre client qui réduit l'attrition de ses clients d'un facteur 2, donc encore une fois assez significatif. Et on arrive à définir pas mal de cas de blanchiment qui étaient jusqu'à présent invisibles. Donc on est en train de se déployer chez pas mal de grands acteurs, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse. On est déployé déjà à Singapour. Et donc là, on est en train de faire notre série B de manière à accélérer notre développement à l'international. Et donc ce logiciel, je pourrais vous faire une petite démonstration à la fin pour ceux qui sont intéressés. On peut faire entraîner un réseau de neurones depuis son portable et ça prend
quelques secondes à quelques minutes pour faire ça. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on attaque le premier mot-clé de cette table ronde qui est la confiance. On va rester avec vous, Nicolas. Est-ce que vous pensez que peut-être le grand public voit l'intelligence artificielle comme quelque chose d'assez obscur, qui véhicule certains fantasmes? Donc est-ce qu'il faut lui apporter cette confiance-là, et comment lui apporter ça? En dehors de peut-être plus largement que votre entreprise, comment vous voyez l'intelligence artificielle et la confiance? Nous, ce qu'on voit, j'ai des exemples assez concrets, puisque les clients avec lesquels on travaille, aujourd'hui on a déployé chez eux ces systèmes d'intelligence artificielle. Ça fait pour certains clients 3 ans qu'on est sur les expérimentations qui ont amené à ce qu'on se déploie. Et pourquoi ça a pris 3 ans? Ça a pris 3 ans parce qu'il a fallu un peu évangéliser au sein de ces organisations. Il a fallu évangéliser dans un premier temps parce que lorsque j'ai commencé à parler d'intelligence artificielle, les gens qui devaient prendre des décisions, de lancer des projets étaient un peu sceptiques en se disant bon, nous déjà on fait beaucoup de choses, est-ce que l'intelligence artificielle sur nos données peut vraiment nous apporter une valeur ajoutée? Donc déjà il y avait une question de la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle. Alors même si Google, Facebook, etc. l'utilisent à grande échelle, c'était pas forcément évident au début lorsqu'on a commencé à travailler avec ces acteurs. Le deuxième élément, c'est que une fois qu'on avait des premiers réseaux de neurones qui étaient entraînés, qui montraient des premiers résultats théoriques, où on avait notre sponsor qui était un peu plus excité qu'au départ parce qu'il se disait tiens, quand vous faites vos tests, vous me semblez avoir identifié des besoins de mes clients que je n'avais pas identifiés, vous avez semblé avoir développé des systèmes qui me permettent de réduire mon taux de faux positifs de manière assez importante dans mes systèmes de lutte contre le blanchiment. Donc je vois un potentiel d'économie, je vois un potentiel de génération de nouveaux revenus. À la fin, quand on veut que ces nouveaux revenus soient générés ou que ces économies soient réalisées, ça veut dire qu'à la fin, il y a toutes les équipes. Dans une banque, ça veut dire les agents commerciaux, les centres d'appel, qui doivent utiliser les résultats de ces intelligences artificielles. Et là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un sujet d'évangélisation. Et il y a un sujet surtout que dans ces organisations, ces personnes se disent mais cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle ne va pas finir par me remplacer? Donc il y a quand même une crainte sur l'emploi, sur le remplacement, qu'on doit adresser avant de faire en sorte que ces technologies soient utilisées. Le deuxième élément, c'est que quand on est dans une banque, quand on est dans un assureur, si ça prend 2 ans, 3 ans, c'est aussi que c'est des entités qui sont régulées. Aujourd'hui, on voit un certain nombre d'études d'impact de ces technologies qui sont lancées par les autorités de contrôle. C'est que c'est pas aussi simple que chez Google, parce que tout simplement à la fin le régulateur va dire est-ce que votre technologie elle n'a pas des risques systémiques, est-ce que votre technologie elle va me permettre de m'assurer qu'à la fin la réglementation qui est en vigueur elle est bien respectée par votre technologie. Donc ça demande d'avoir plusieurs parties prenantes que l'on doit convaincre. Et on voit aujourd'hui que il nous a fallu pour certains cas 2-3 ans avant de convaincre. Donc ça nous a permis aussi de tester l'expérience utilisateur qu'il fallait et de développer au fur et à mesure des outils d'audit, des fichiers qui permettent d'expliquer vraiment en profondeur comment les modèles sont conçus en termes de paramètres des réseaux de neurones, en termes des variables d'entrée de ces réseaux de neurones, en termes de biais qui auraient pu être identifiés par nos outils, et donc de fournir des reportings à ce qu'ont toutes les banques et tous les assureurs. C'est une équipe qui s'appelle le contrôle interne, qui va déjà être en mesure, elle aussi, de se dire le système que DreamQuark a développé, il me permet de répondre à mon régulateur, et mon régulateur peut revenir vers moi dans 2-3 ans, et donc je dois être en mesure de lui expliquer dans 2-3 ans que tout ce que j'ai fait, c'est en conformité avec ses attentes. Donc il y a beaucoup de parties prenantes à engager. Donc moi je suis sur un secteur particulier, mais je l'ai vu aussi très tôt dans le secteur de la santé, puisqu'on développait des systèmes de diagnostic, et il fallait expliquer aux médecins à la fin pourquoi le système avait pris tel diagnostic et que c'était le bon diagnostic. D'accord, et peut-être Agnès, si vous pouvez nous... dans la confiance, il y a aussi tout l'aspect législatif, donc vous pouvez peut-être nous dire un mot là-dessus. Avant, rebondir sur ce que Nicolas vient de dire, ou dans ce que tu viens d'expliquer justement, tu as couvert à peu près toute la gamme, allant de la confiance à la sécurité justement, mais tout ce à quoi on a besoin de faire face par rapport à l'IA. On a besoin de prouver qu'elle sert à quelque chose, quand tu parlais de valeur ajoutée, donc
prouver sa performance, savoir l'évaluer et la prouver. Les questions de sécurité, les questions de sécurité pour l'utilisateur, les questions de responsabilité également, déterminer la responsabilité, tu l'as couvert là aussi, la satisfaction de l'utilisateur aussi, et en gros c'est vraiment à ça qu'à l'heure actuelle on fait face, ces 4 points-là, où on n'a pas forcément toujours de méthode formelle pour le garantir. On a besoin d'outils comme ce que DreamQuark propose, ce sur quoi vous travaillez. Et nous, c'est des demandes en tant que certifieur, en tant qu'évaluateur, en tant qu'auditeur. C'est une demande qu'on a de la part de nos clients. Et il y a un besoin de développer tous les outils associés à ça, en effet. Et la question, pardon ? Donc, en parlant de confiance, ça peut aussi passer par la loi. Et donc, est-ce que sur des technologies qui se développent aussi rapidement, est-ce que l'outil législatif arrive à suivre, de votre point de vue ? À ma connaissance, non, mais je ne prends pas trop de risques en disant ça, vu que que ce soit au niveau national, au niveau européen, tout bouge très très vite du côté du législateur, justement pour essayer de se mettre à niveau. Il y a donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est à mon sens engagé, et tout le monde y participe, justement. Après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a un petit problème en termes de communication par rapport à l'IA, de démystification, justement parce qu'on a plein d'exemples dans la presse d'IA qui font même un peu peur, des véhicules autonomes qui ont causé des morts, des Twitter qui partent en vrille également et qui posent des problèmes un peu éthiques et sociaux, moraux. Et toutes ces informations transitent, et on voit même, je ne sais plus, un article de l'usine Nouvelle, je crois, donc c'est assez sérieux, qui présentait les capacités d'un système d'IA d'une façon qui m'ont un peu fait peur, parce que ça nous faisait croire qu'un système d'IA pouvait, alors je ne sais plus quel était le cas d'usage exactement, mais qu'un système d'IA était capable de reconnaître tous les objets d'une maison. Et c'était présenté d'une façon où on se disait waouh, c'est super l'IA. Mais non, à mon avis, c'est une IA de laboratoire qui savait juste reconnaître certains objets particuliers. Mais c'était présenté au grand public d'une façon vraiment waouh. Voilà, l'IA est incroyable. Et le problème, c'est que, ok, il y a ça qui passe dans les médias et qui touche le grand public, mais ça touche tout le monde. Ça touche, les chercheurs en IA. On sait où on en est par rapport à ça, on ne se laisse pas bluffer, mais tous les autres gens, le législateur, les pouvoirs publics, je ne sais pas, par exemple, les industriels qui ont besoin d'intégrer de l'IA, en fait, ça leurre tout le monde. Et au LNE, ce genre de mission, justement, de rassurer le consommateur, d'être, on va dire, assez raisonnable, c'est bien dans notre mission. Et ce sujet-là, je pense, de démystification de l'IA, il y a une grosse action à faire réellement. Je ne dis pas que c'est nouveau, tout le monde s'en est déjà rendu compte, mais je pense que c'est déjà ça. Le législateur, si on veut qu'il soit efficace, il faut vraiment lui donner tous les outils pour comprendre où en est l'IA. Et elle n'en est pas si loin que ça. Dans les laboratoires de recherche, ça va super loin, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, en termes concrets de solutions d'IA disponibles sur le marché, il faut vraiment faire le tri dans ce qui est vraiment de l'IA complexe, on va dire, ou de l'IA un peu standard. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, peut-être, Christophe, si vous voulez rajouter quelque chose sur le côté explicabilité, sur ce que vous faites, vraiment, c'est votre cœur de métier. Je voulais aussi rebondir aussi. Bien sûr. C'est aussi, donc, il faut démystifier l'IA, mais il ne faut pas aussi la réduire dans sa... Parce qu'on a tendance aussi à parler de l'IA sous forme deep learning, réseau de neurones profonds, big data, et puis c'est l'IA. Et pourquoi je dis ça ? Parce que les problèmes qu'on se pose actuellement sur l'explicabilité, on se les posait aussi déjà, par exemple, dans les années 70, sur les systèmes experts. Par exemple, il y a un exemple que certains reprennent, je reprends aussi, sur le diagnostic médical. Il y avait un super système expert qui s'appelait, je crois, MySyn, qui faisait de la détection de bactéries, etc., et qui proposait un traitement médical, je crois une prescription d'antibiotiques adaptée aux patients. Et en fait, ça a été abandonné, et si on regarde les raisons de l'abandon, déjà dans les années 70, sur un système expert et pas du deep learning, c'est parce que déjà, on n'avait pas les PC, donc déjà,
Et puis il y avait un côté, faire de la médecine avec un PC, et puis j'avais pas le PC. Mais il y avait les deux choses, c'est qu'on n'avait pas aussi à expliquer, parce que je crois que c'était une approche un peu bayésienne, etc. Et on n'arrivait pas à expliquer le diagnostic. Donc déjà sur des systèmes experts. Et une autre chose aussi, c'est que elle n'était pas forcément adaptée aussi aux pratiques du praticien, parce que le praticien devait rentrer des annotations, mais pondérées avec une probabilité, et pour lui, c'était un peu difficile. Donc tout ça pour dire que l'explicabilité est prégnante aussi sur le deep learning, parce que là, en plus, c'est quelque chose qui est assez mathématiquement compliqué, et en controverse, c'est pas forcément, lorsqu'on va arriver à comprendre parfaitement, si on peut, le fonctionnement d'un réseau de neurones, c'est pas ça qui va nous fournir une explication. Et voilà. Donc, et sur l'explicabilité, il y a un lien aussi important, parce que si on regarde les différentes phases de l'IA, il y avait récemment, il y a eu par exemple Yann Lequin qui a eu le prix Turing, mais avant, son activité de recherche était un peu pas ostratisé, mais un peu, quoi. Il y avait toute l'approche plutôt système expert symbolique, et en fonction de... Il a développé cette chose-là qui est devenue maintenant prégnante sur le deep learning, parce qu'on a beaucoup de données, parce qu'on a beaucoup de puissance de calcul, mais une approche aussi pour l'explicabilité, c'est de faire le lien entre ce qui est fourni par les données et l'expertise qui peut être sous forme ontologique, sous forme de base expert, et c'est de confronter un peu ces deux mondes qui peut arriver à cette explicabilité. D'accord. Vous voulez... Ouais, alors moi, ce que je voudrais dire, c'est une question souvent sur le cadre légal. Est-ce qu'on a le cadre légal qui existe ? Je pense qu'aujourd'hui, le cadre légal, on l'a. On a une loi qui est, alors surtout en France, on a une loi qui, je pense, est assez bien faite, assez complète. Par contre, ce qui manque, effectivement, c'est un peu la jurisprudence. Comment on applique ce cadre légal à l'intelligence artificielle, et après c'est les outils aussi pour s'assurer que le cadre légal est respecté. Donc c'est un peu ça où il y a un manque aujourd'hui, mais certainement pas sur le cadre légal, puisqu'on a un certain nombre d'articles qui, notamment sur la responsabilité. Que je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, je pense que tout le monde n'en est pas forcément bien conscient, justement par rapport à la peur de l'IA et le fait qu'on ne sache pas grand monde sait jusqu'où elle peut aller. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que le cadre légal dit tout simplement, en gros, un système, une machine, un produit doit être sécuritaire, point barre, et à toi de le garantir, en gros. Par contre, je pense que la peur quand même que le cadre légal ne soit pas bon est quand même un problème à régler. Je ne sais pas si je suis très très claire. Oui, après je pense aussi qu'il y a un mythe sur l'IA qui va devenir une entité surintelligente et tellement intelligente qu'elle va dominer l'humanité. Je pense qu'on est très loin de là, et il faut un peu revenir sur Terre. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes essayent de légiférer justement par rapport à ce mythe. Mais il faut dire que c'est parce qu'on véhicule aussi, même dans les termes, quand on parle... Par exemple, quand on parle de transparence, on peut dire, déjà la transparence c'est quelque chose qui est vraiment polysémique. Est-ce que c'est vraiment les propriétés, et ça aussi c'est important à prendre, les propriétés un peu intrinsèques de l'algorithme, ou extrinsèques, parce que parler d'un algorithme loyal, c'est l'usage qu'on fait de l'algorithme qui peut être loyal. Puis nous, si on nous demande de certifier qu'un système est transparent, le problème c'est, ça veut dire quoi en fait, on ne sait pas. Il faut bien définir aussi... Je pense qu'il y a aussi des choses très importantes en lien aussi avec ceux qui sont spécialistes des modèles, philosophie des sciences, etc. C'est de séparer aussi la finalité de l'usage aussi, des choses... tu veux dire qu'en fonction des usages, tu n'as pas les mêmes besoins ou... Oui, des choses comme ça, ouais. Oui. Après, il y a... Aujourd'hui, concrètement, les craintes que nous on voit, c'est des craintes autour de la réplicabilité, c'est-à-dire que si... je mets 2 fois les mêmes informations, est-ce que j'ai 2 fois le même résultat, et est-ce que de ce fait je peux m'en assurer, c'est-à-dire qu'à un moment donné je ne me retrouve pas dans un système qui va changer sa décision et je n'ai pas le contrôle sur cette décision. Il y a les enjeux sur les biais. Aujourd'hui, alors quand on parle de biais, il y a différents types de biais, moi j'en vois 2 sur lesquels on travaille beaucoup. Il y a d'un côté les biais autour de la discrimination, donc c'est-à-dire est-ce qu'un modèle, donc on va parler de classe protégée,
de dire est-ce qu'un modèle va prendre une décision différente si j'ai un homme et une femme alors que je devrais prendre la même décision pour un homme et une femme, est-ce qu'il va prendre une décision différente si j'ai des personnes d'origine ethnique différente. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit s'assurer que les modèles vont prendre les mêmes décisions dans ces cas-là. Alors il y a plusieurs façons aujourd'hui de définir ce que c'est la non-discrimination ou un système qui est dit juste. Il y a concrètement 4 définitions, on pourrait en parler après si vous voulez. Et les enjeux aussi on parle par exemple d'un exemple en sécurité, c'est les exemples adversariaux, c'est-à-dire que ça peut être très bien vu sur une image, c'est un peu plus compliqué sur d'autres données, mais sur une image, c'est imaginer un panneau stop et vous rajoutez un pixel jaune et donc le panneau stop qui était jusqu'à présent bien détecté comme un panneau stop est plus reconnu comme un panneau stop, donc si on a une voiture autonome, elle va pas s'arrêter, donc ça c'est des choses sur lesquelles on doit s'assurer qu'on est en mesure de le détecter. Et puis alors le deuxième biais dont je parlais aussi, c'est ce qu'on appelle les leakages, c'est-à-dire que lorsqu'on apprend de données, on peut avoir mis des données qui vont faciliter l'apprentissage de l'algorithme, mais en fait c'est des données sur lesquelles l'algorithme apprend des comportements, mais il n'apprend pas pour les bonnes raisons. Par exemple, il y a eu un exemple, c'était une compétition où il y avait des échantillons de champs de baleines et on devait qualifier est-ce que c'est un champ de baleine ou est-ce que c'est pas un champ de baleine, et en fait le système arrivait juste à détecter que c'était un champ de baleine parce que les échantillons de champ de baleine et les échantillons de pas de champ de baleine n'avaient pas la même durée, et donc juste en entraînant sur la durée on savait avec 100% définir si c'était un champ de baleine ou non. Donc là c'est un exemple très simple, mais il peut y avoir des cas comme ça beaucoup plus difficiles à détecter, et nous on est confrontés à ça, donc on a développé des outils justement pour avertir de manière automatique des utilisateurs qui ne sont pas des experts de la lutte contre les biais qu'il y a potentiellement un biais, et après à eux, avec leur expertise, de le détecter. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit nous, et nous on y participe beaucoup chez DreamQuark, c'est qu'il n'y a pas forcément encore tous les outils, mais en tout cas il y a des personnes qui s'intéressent à les développer, à les mettre en place et à les rendre accessibles, parce que c'est bien d'avoir des outils, mais encore faut-il que les gens en soient conscients, et donc aujourd'hui c'est un des grands enjeux. Il y a eu la sortie le 8 avril des guidelines de la Commission européenne qui met en avant bien sûr que l'IA doit être éthique, robuste et elle doit respecter la loi, et puis mettre 7 éléments qu'une IA doit respecter. Donc aujourd'hui il commence à y avoir un cadre, et puis après pour la sécurité aussi il y a le GDPR, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place, à la fois des outils, à la fois en termes de cadre et en termes de préciser la loi, voire de créer des nouvelles lois spécifiquement pour les systèmes apprenants. Et pour revenir sur l'explicabilité de l'IA et un peu le partage qu'on peut en faire pour le grand public, quels seraient de votre point de vue les freins à une parfaite explicabilité et une démystification de l'IA ? Moi, je pense que déjà, un premier frein, je ne pense pas que dans le grand public, il y ait forcément une grande culture statistique. Parce qu'on voit au travers de statistiques, par exemple, même sur les événements extrêmes, on dit, je ne sais pas quoi, un événement arrive tous les 100 ans, et donc dans le grand public, on dit, c'est tous les 100 ans. Donc il y a toutes ces notions. Est-ce que sur le deep learning aussi, il faut, pour démystifier, il y a une puissance, certes, mais il faut aussi montrer que c'est une méthode aussi statistique qui se base sur les données, d'ouvrir. Alors moi, c'est ce que j'essaie de faire dans d'autres lieux, ça veut dire, par exemple, un système de recommandation, c'est d'ouvrir un peu la boîte noire pour montrer comment ça fonctionne à l'intérieur. Et c'est surtout important aussi de montrer que c'est pas quelque chose qui est forcément automatique, c'est pas... On ne prend pas les données et il y a un résultat, il y a tout un traitement qui est fait par des hommes et des femmes, et qui introduit aussi des biais, parce que lorsqu'on sélectionne des variables, lorsqu'on fait du filtrage de variables, on induit quand même des prescriptions ontologiques aussi sur les données. Est-ce que tout le monde pourrait comprendre les grands principes de l'IA, ou vous pensez qu'il y a quand même des bases de maths ou de stats ou d'informatique qui peuvent être un frein à la compréhension ? Je pense que oui, mais il faut décorréler aussi je pense que si on prend d'emblée un réseau de neurones profond et on dit que c'est compliqué, mais en tout cas on peut comprendre les différentes étapes. Et on peut comprendre les différentes étapes et on peut comprendre ce que ça induit. Je crois qu'il y a une question en haut. Ouais. Juste un élément là-dessus qui est absolument
Ils en sont à 2%. D'accord. Et justement, je trouve que c'est dans le lien de ce que Christophe disait tout au début, il semblerait que ça soit par la formation du grand public qu'on pourrait obtenir quelque chose. Moi, j'en sais rien du tout, moi, hein, c'est juste ce que je vois qui est en train de se dérouler à l'échelle de l'Europe. Après, je ne sais pas si c'est suffisant, je ne sais pas s'il y a un intérêt de la part du grand public sur le fait de se former sur un domaine aussi, je veux dire, chacun son métier à la base. Je ne sais pas si c'est que ça en fait. Je n'ai pas de réponse pour ma part. Ça dépend si les applications jouent quand même sur notre propre vie. Directement, oui, voilà. tu as raison. Oui, Nous, après, c'est un éclairage aussi. vas-y. C'est un éclairage aussi, à mon avis, citoyen aussi. On va dire, voilà, ces systèmes, parce qu'on est... Et on voit tout de suite, hein, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient vraiment intéressés par... Je ne me rappelle plus, parce que ma fille a que 5 ans, mais le système un peu pour choisir après son université, Parcoursup, voilà. oui. Et j'ai vu que des gens, ils m'ont dit, toi qui travailles dans ce truc-là, tu peux pas... Non, mais quand on est confronté aussi... à ce besoin, l'explicabilité est utile aussi, même pour des non-spécialistes. Oui, c'est vrai. Juste avant, c'est là l'actualité très récente. On parle du grand débat national. On a des tonnes de données qui remontent. On nous explique globalement que c'est un système d'IA qui va faire le tri, sans que peu de monde, j'imagine, comprend ce qui est en train de se passer. Donc, Enfin, c'est tout le monde a exactement peur, ça. je pense. ouais. C'est que... Ah, Est-ce que la loi répond cet après-midi? Et pour quelles raisons aussi est-ce que la loi peut à elle seule susciter la confiance et l'adhésion des citoyens? Vous parlez de Parcoursup, c'est un élément très intéressant. Tout le monde est en attente de transparence. Il n'y a que la contrepartie, si effectivement il y a transparence, il y aura peut-être une confiance qui pourra de fait être instaurée. La difficulté est que par rapport à cette non-application de la loi, ce sont les enjeux en fait, qui sont derrière. Le secret industriel, ou autre, Parcoursup, il y a des retours en justice qui ont été faits. Et il y a eu des condamnations qui ont été effectuées très récemment au mois de février. Ouais. Justement, ça pose une vraie question de fond par rapport aux outils. C'est vrai, moi, c'est la question que je voulais vous poser. De C'est mon- comment de vous mon travaillez côté- en tant qu'entreprise entre vous mettez en avant la confiance et d'un autre côté, j'imagine, vous avez votre propre façon de faire, propriété. Donc, comment vous faites un peu ce... Alors, je voudrais répondre à madame et je vais répondre ensuite à votre point. Je pense que la loi sans justice, elle ne permet pas aux citoyens d'avoir confiance. Et on le voit aujourd'hui, je pense que si on a cette crise, c'est que pour beaucoup, ils considèrent que c'est bien une loi, mais elle n'est pas forcément appliquée et qu'il y a des différences d'application en fonction de si on est plus ou moins puissant. Et ça fait qu'il y a une défiance dans la loi. Donc je pense qu'il y a un premier enjeu déjà à adresser de ce côté-là. Deuxième enjeu, pourquoi les gens ne respectent pas forcément la loi? Alors il y en a qui ne le respectent pas parce qu'ils voient juste des trous et ils les exploitent et après on leur dit de toute façon c'est légal puisque vous avez su juste exploiter les trous et ils ont les moyens de payer des avocats qui arrivent à les sortir. Donc ça c'est aussi un des enjeux, c'est comment on arrive à s'assurer que le cadre légal fait qu'il n'y a pas des trous qui puissent être exploités à mauvais escient puisque ils le sont exploités. Et le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est quand même quelque chose de tout neuf. Le deep learning commence... Alors oui, c'est depuis les années 80 qu'il y a les réseaux de neurones convolutionnels, mais concrètement, le regain d'intérêt, c'est depuis 2010 à peu près. Donc c'est assez jeune pour une technologie, pour avoir déjà pensé à tout ce qu'il fallait pour rendre cette intelligence artificielle conforme à la législation. Nous, c'est un travail sur lequel on est et on met pas mal d'argent dedans, mais c'est parce que c'est notre vision aussi d'entreprise. Mais voilà, c'est un coût de faire en sorte que ces technologies soient au niveau de la législation. Et puis, c'est pas juste un coût, c'est-à-dire que ça demande aussi un certain nombre d'idées. Et les idées, il faut
un moment pour qu'elle germe, et donc on n'a pas forcément toujours compris tous les mécanismes, et donc dès lors qu'on n'a pas compris tous les mécanismes, c'est difficile d'apporter des solutions qui font que cette technologie devienne conforme. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu de laisser une place, et je pense que les régulateurs aujourd'hui, on le voit avec la CPR, le fait avec beaucoup d'intelligence, c'est qu'ils se disent c'est dans cette direction qu'on veut aller. On ne va pas forcer tout de suite les gens, on va essayer de les accompagner parce qu'on a conscience de ces limitations. Et donc il faut juste laisser le temps, comme toute technologie. C'est pour ça aussi qu'il y a des comités d'éthique, je pense, qui à un moment donné se posent, est-ce qu'aujourd'hui avec cette technologie, on peut faire les choses dans un cadre éthique où tout le monde est serein. C'est un enjeu d'innovation, et donc l'innovation, il faut lui laisser le temps sans contraindre trop par la loi au début. Néanmoins, les gens vont y aller, on voit cette tendance surtout en Europe, et je pense que les États-Unis et la Chine vont s'y suivre. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Au Japon, on est en train d'adopter le GDPR. Donc je pense qu'il y a un mouvement mondial qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'était pour répondre à votre question. Je crois qu'Agnès voulait réagir, sinon sur... Ah oui, bien sûr. Où je suis d'accord avec tout le monde déjà. Je voulais juste mettre en avant un autre point de vue, c'était celui de l'évaluateur certifieur, où la réglementation, on la connaît. Par contre, nous, le problème qu'on a, c'est si on veut garantir à l'industriel qui vient nous voir, nous, ce qu'il nous demande, c'est s'il y a bien présomption de conformité à la réglementation, et face à l'IA, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de comment le faire, de comment garantir que le comportement, à un moment donné, ne va pas poser problème. On ne connaît pas, on ne sait pas estimer la couverture de l'IA, la couverture des comportements de l'IA. On n'a pas forcément les moyens, d'ailleurs, de le faire. On ne les a pas trouvés, je veux dire, nous, au LNE, mais je pense dans la communauté aussi. Donc, on n'est pas... Nous, alors bon, que la loi soit appliquée ou pas, c'est pas vraiment ce qui nous concerne. Nous, c'est plus en amont, avant qu'ils puissent commercialiser leur système, le mettre sur le marché. Ils demandent des garanties, enfin, on doit les aider à fournir des garanties par rapport à la loi. On n'est pas sûr de savoir comment faire. Merci. Il y avait une autre question, monsieur, si vous... Si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort pour que les... Ouais. Merci. Tout à fait d'accord. Mais donc, dans cette chaîne de confiance, moi je vois un paradoxe très intéressant qui est qu'on veut faire de la confiance un avantage comparatif pour l'Europe. Et le tiers de confiance le plus puissant dans la qualification, c'est le NIST. Et donc, la préférence s'appelle l'IA de puissance. Le laboratoire représenté est un laboratoire qui est fondamental pour créer l'architecture, la base de confiance en France et en Europe. Et on n'est pas forcément les mieux armés pour créer ces méthodes. Pour les industriels européens, comment vous voyez cette évolution de votre point de vue? Comment vous voyez la possibilité, la difficulté de renforcer les capacités et créer de la puissance en matière de standardisation, de qualification et de certification? Comment on y va? On y va pas? J'adore, elle est super compliquée cette question. Donc je vais bredouiller quelques mots confus. Spécifiez un peu plus la question, parce que vous avez abordé énormément de choses avec lesquelles je suis entièrement d'accord. On veut en Europe se constituer comme le marché du tiers de confiance. Oui. On attire cette confiance. Le tiers de confiance est américain. Donc pour l'instant, on a un tiers de confiance américain et on a envie de devenir un tiers de confiance européen. Et donc, la question, c'est de savoir comment on y va. En Amérique, donc, on a le NIST. En France, en Europe même, il y a des tiers de confiance, mais c'est vrai que le LNE est extrêmement bien positionné par rapport à... On est l'équivalent du NIST, c'est le LNE en Europe. Donc nous, on a une stratégie de vouloir... prendre cette place. Évidemment, on a on a la structure, on a la base, on a le statut qui est nécessaire pour ça, c'est ce que vous disiez, donc, et on en est bien conscient, il n'y a aucun souci par rapport à ça.
Nous, déjà, la façon dont on le fait, c'est évidemment de façon collaborative, que ce soit avec les chercheurs, avec les industries, avec les pouvoirs publics. Je ne suis même pas sûre d'avoir une réponse là précise à vous apporter à cette question-là, parce que c'est un plan de stratégie qui est qui est sur pas mal d'années, qui nécessite des moyens, il faut la possibilité qu'on accède à ces moyens. Donc, c'est une question, je vous dirais, à laquelle je répondrai volontiers après, mais pas forcément là tout de suite. Christophe, si vous voulez rajouter quelque chose. Je veux dire, il y a quand même aussi une grosse ambiguïté, en tout cas je le vois par exemple sur mes activités EDF, c'est que on voit l'IA souvent comme la solution un peu de dernier recours pour des choses, parce que là on parle de certification, et comme j'ai fait un peu avant de validation, il faut déjà définir des spécifications au départ. Et là c'est beaucoup plus flou généralement. Sur la spécification, on dit bah voilà, j'ai les données, je veux ça, et puis débrouille-toi un peu. C'est plutôt ça, des fois, ce qui se passe. Et je pense que sur le problème de certification, il faut dire bah, comment on peut spécifier déjà un problème de type apprentissage statistique ou apprentissage machine. Et en fonction de ça, bah, on peut dérouler jusque le contrôle de la spécification. Parce que c'est souvent le cas. Hein. Alors moi, c'est une anecdote. Bon, c'est pas EDF, comme ça, je veux pas. C'est à un moment donné, ils ont dit, on a besoin d'experts en IA parce que on n'arrive pas à résoudre ce problème d'un point de vue modélisation mathématique classique, etc. Et quand on est arrivé, on dit, on va regarder un peu les données, et ils nous ont dit, on n'a pas trop de données non plus. Donc, non, mais il y a un côté un peu qu'il faut aussi démystifier, c'est aussi sur les gens, sur les personnes, sur les donneurs d'ordre, de dire, si vous voulez aussi avoir une certification, il faut aussi bien spécifier les problèmes, avoir les données qui vont bien, etc. Il y a toute une chaîne qui va certainement aussi dans ce que vous dites sur cette norme, cette norme I3E, etc. C'est de bien spécifier. En fait, il faut aussi remettre un peu de... c'est bien, le deep learning, c'est sympa, ça peut être un côté aussi fantaisie, mais il faut aussi tout l'apport du génie logiciel aussi, qui est important à prendre en compte. Moi, ce que je voudrais dire aussi, pour peut-être conclure cette question, c'est que l'intelligence artificielle, il y a des implications qui sont infinies aujourd'hui, donc c'est difficile de juste certifier chacune de ces applications en comprenant les contraintes que peuvent avoir les différents producteurs de ces applications, qui peuvent être aussi, l'IA, elle peut être pour une utilisation interne comme pour une utilisation externe. Je pense que dans le cas de la santé, effectivement, il va falloir se conformer et récupérer la norme CE des dispositifs médicaux, donc il y a des choses comme ça qu'il va falloir mettre en place. Dans le cas de la banque, nous, ce qu'on voit, c'est qu'un des moyens d'adresser ça, et je pense qu'il y a une partie qui a été adressée via l'open source, c'est qu'aujourd'hui, les grands algorithmes sont accessibles en open source. N'importe qui peut regarder le grand algorithme, en grande partie quand même. Alors après, il faut avoir un peu d'expertise, mais ça fait qu'il y a quand même plusieurs personnes qui peuvent regarder une librairie et déjà avoir la capacité de se dire que ce qui a été fait est plutôt solide du point de vue théorique et qu'à la fin ça marche. Nous, ce qu'on voit, c'est que on a développé justement une application qui permet à des personnes non techniques d'entraîner ces intelligences artificielles, et rien que de le faire déjà, ça permet de créer de la confiance, parce qu'ils mettent la main et ils savent quelles données ils ont mis dans le système, ils ont validé eux-mêmes la précision du système, ils ont regardé si les facteurs de décision qu'on leur donnait leur semblaient solides, et à la fin ils vont tester sur le terrain dans des campagnes opérationnelles, donc ils font déjà beaucoup de tests en interne avant de se dire le système j'accepte de le déployer. Donc il y a deux façons de le traiter, soit une norme et un certificateur externe, le Sénélec ou autre, qui vont regarder. Il y a l'open source, et puis après il y a le fait que ce soit les utilisateurs qui construisent les IA qui vont ensuite utiliser. Ça, c'est aussi un moyen de créer de la confiance. Merci beaucoup.